J'aimerais commencer par remercier la Fondation de l'innovation pour la démocratie pour l'invitation. Il a remercié d'avoir accepté que j'étende cette invitation à Rajoul Mohamedou et au père Léonard Kachepele. Ce n'était pas juste un petit dispositif pour diviser la tâche par trois. Mais c'était vraiment parce que j'avais envie de faire de ce moment plus une causerie qui me permettrait de profiter encore plus de vous deux. J'aimerais remercier aussi, d'abord manifester un double regret. Il y a deux personnes que j'aurais voulu associer à cet échange qui n'ont pas pu se rendre disponibles. La première, c'est Oulimata Gueye. Oulimata Gueye a néanmoins accepté gentiment de me prêter le terme utopie non alignée, puisque c'est elle qui, il y a une dizaine d'années déjà, a forgé ce concept dans une tentative un peu dans une tentative qu'elle avait à l'époque de comparer une petite expérimentation que je fais au Togo avec ce que proposait Felwine Sarr dans son ouvrage Afrotopia. La deuxième personne que je regrette, c'est Felwine Sarr, qui n'a pas pu se rendre disponible non plus, et que je voulais vraiment impliquer dans ce petit moment un peu de connivence intellectuelle, moins pour Afrotopia que pour son tout récent travail complètement utopique de mon point de vue sur les cosmopolitiques de l'hospitalité, ou sa cosmopolitique de l'hospitalité à lui. Donc, merci à tous, merci à vous deux, Rajoul et Père Léonard, d'avoir rejoint. Je suis comblé de joie parce que vous êtes les deux pensées qui m'ont le plus nourri, perturbé, bouleversé récemment. Et je pense que c'est très important que vous deux puissiez connecter. Et si c'est par mon entremise, en quelque sorte, j'en suis, c'est déjà une belle réussite que ce moment-ci. Donc, je vais, comme à mon habitude, hein, ne rien proposer de très construit. Je vais jeter des idées à gauche et à droite en forme un peu de provocation pour vous deux et je suis curieux de voir comment vous rebondirez sur tout ce truc qui certainement va paraître tout à fait décousu. En réfléchissant tout à l'heure à ce que je pourrais bien raconter, en prétexte à ce que vous preniez la parole, il m'est revenu à l'esprit cette citation de Frantz Fanon que Fadel Barro m'a partagée récemment. Frantz Fanon dit qu'il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Et je me disais que la plus grande responsabilité de l'homme aujourd'hui, de l'humain, était peut-être de rêver. Et que le devoir, en quelque sorte, premier de l'humanité aujourd'hui est de s'autoriser du rêve. Pourquoi? Parce qu'il me semble que toute la difficulté que nous avons à essayer d'embrasser les enjeux de ce moment très difficile que l'humanité vit, vient du fait que la chose à régler en réalité, c'est pour aller très directement au but, c'est le paradigme. Et la sorte de grande difficulté, d'embarras que nous avons à adresser les problèmes vient du fait que nous le faisons ou nous essayons de les faire en restant inscrits dans le paradigme qui lui-même est problématique. Et donc, le grand effort, de mon point de vue, le grand chantier intellectuel aujourd'hui est celui de provincialiser le paradigme dominant, le paradigme hégémonique, le paradigme européen, mais qui s'est affranchi un peu de son berceau et qui est devenu en quelque sorte le logiciel
du monde aujourd'hui. Alors, on peut l'appeler comme on veut, par capitalisme, néolibéralisme, mais j'aimerais être un peu plus subtil dans la définition de ce paradigme-là aujourd'hui, et ce sera ma toute première provocation, c'est que j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour envisager que derrière tout paradigme, il y a une utopie. Et si cela est vrai, quelle était l'utopie derrière ce que nous subissons aujourd'hui, qui est le capitalisme? Encore une fois, pour aller très vite et au risque d'être un peu abstrait. De mon point de vue, l'utopie, c'était cette chose que j'appelle égo, c'est-à-dire que le penseur européen, depuis la Renaissance et puis entièrement cristallisé avec les Lumières, s'est mis en projet d'émanciper l'homme. C'était le grand enjeu de cette séquence-là, puisque l'homme européen avait un niveau de vie et une situation pas du tout enviable. Et il s'agissait donc de développer tout un tas une architecture, si vous voulez, une ossature du monde qui pourrait garantir que l'homme s'émancipe. Mais là où, de mon point de vue, on a basculé dans l'utopie, c'est que le penseur européen a très radicalement abdiqué le devoir d'émanciper l'homme dans le cadre de ses réalités pour très vite mettre en chantier la construction d'un humain abstrait libéré, ce que j'appelle égo. C'est-à-dire que très vite, il s'est moins agi d'émanciper l'homme réel que de mettre en place toutes les conditions pour qu'émerge un homme émancipé, prototype. Donc, ce glissement a déclenché une suite de productions intellectuelles, mais rapidement rattrapées par le capital qui y a vu un intérêt, qui ont confiné à terme à développer de plus en plus le lieu d'ego. Créer un lieu donc où toutes les conditions de la libération de l'homme seraient réalisées. Et ce glissement s'est fait donc plus ou moins de façon évidente au détriment de l'organique, puisque en réalité, ce qui contraint l'homme ou ce qui tient l'homme prisonnier a été réduit tout de suite aux conditions organiques de son existence. Et dès lors, il s'est agi de produire des conditions synthétiques de l'existence, une espèce d'idéal artificiel ou d'idéal de synthèse qui lui garantirait que l'homme fût réellement abstrait, c'est-à-dire émancipé de toute contrainte qui le dépasserait. Et cette vision, cette utopie d'un homme libéré absolument de tout, et non plus seulement libéré de l'Église, libéré de la guerre que se faisaient les nations européennes entre elles, libéré du poids de la morale, cette idée abstraite, utopique d'un homme qui pourrait se concevoir libéré de tout, a entraîné l'homme européen, le penseur, puis le technicien, et évidemment le financier derrière, dans une forme de suite, de déliaison, de déconnexion de l'homme avec tout ce qui pouvait le ramener à sa condition organique. Donc c'est un peu ma première proposition, d'envisager peut-être que, en réalité, le paradigme dont nous souffrons est une utopie qui est en voie de réalisation. C'est-à-dire que peut-être que l'homme européen a voulu viser la Lune en espérant au moins toucher les étoiles, et que Ego n'était qu'une proposition idéale qui pouvait mettre en chantier tout un tas de productions pratiques garantissant son avènement. Mais il a fait cette chose extraordinaire où il fait aujourd'hui, parce que les moyens ont été différés aussi, il arrive à faire aujourd'hui cette chose extraordinaire qu'il atteint réellement la Lune, et que Ego est sous nos yeux en train d'apparaître, et que c'est là peut-être tout le problème
que nous avons à solder. De fait, il y a un paradigme visiblement dysfonctionnel, ou en tout cas qui échoue à prendre en charge la complexité de notre monde aujourd'hui, qu'il s'agit donc de réparer et chose très difficile à faire pour nous autres, pour plusieurs raisons. L'une est que le paradigme hégémonique occidental, ou ce que je l'appelle encore moi la misère occidentale devenue globale, sous la chape de laquelle nous sommes toutes, a dans ses fondements une prétention au rationnel. Ce qui la rend presque indépassable. C'est-à-dire qu'il est très difficile, le paradigme étant dans son essence quelque chose qu'il est difficile d'envisager et de dépasser, mais ce paradigme-ci est presque final parce qu'il se proposait comme la quintessence de la raison et vouloir s'en défaire, vouloir divorcer de ce paradigme pourrait laisser sous-entendre qu'on basculerait dans quelque chose qui n'est pas raisonnable. L'autre béquille ou l'autre fondement fort de ce paradigme qui met à distance toute tentation ou tentative de le questionner, c'est qu'il procède par une espèce de frénésie, et c'est un paradigme aussi de l'accaparement en permanence et qui ne dégage pas des marges à ce qui permet de rêver et qui est d'avoir du repos, que les choses fassent silence, qu'on puisse se retirer, etc., etc. Qu'est-ce qui renforce, pour finir, peut-être ce paradigme? C'est aussi qu'il est fondé d'une sorte de croyance ou une sorte de foi dans la stabilité des concepts. C'est-à-dire que l'humanité s'est illustrée par sa capacité extraordinaire à renouveler les concepts, mais dans la dernière séquence, on a l'impression que l'humanité a perdu la mémoire de cette capacité-là. Elle croit désormais que les concepts sont stables et il y a une sorte de basculement à la faveur du rationalisme dans quelque chose qui est beaucoup plus religieux. En réalité, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on croit désormais que ce que l'intelligence humaine a produit a valeur presque de table de la loi qui serait descendue et très peu de gens, en réalité, s'autorisent à vouloir le mettre à bas complètement. Et ce qu'on fait, et qui fait qu'il y a une sorte de domination des techniciens sur notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on fait des réformes. Et on est dans un moment où, pris dans la frénésie, dans cette sorte de névrose à vouloir adresser des problèmes, on a une espèce d'accumulation de réformes quand il me semble que le moment appelle en réalité à de la refondation et non à de la réforme. Voilà mes premières provocations. Je vais continuer sur l'état du monde et en quoi on sent en réalité que on est en réalité sous la coupe désormais d'une espèce de contrat en réalité non pas signé de tous, d'un paradigme qui est dysfonctionnel. C'est que le monde va mal et il semblerait qu'on ait l'impression qu'il ne soit jamais allé aussi mal qu'aujourd'hui. Et beaucoup pensent que nous sommes peut-être la première génération d'humains, de terrestres, qui n'a plus du tout foi dans le futur. C'est comme si le temps avait tari et nous sommes essoufflés, nous manquons d'air autant que nous manquons de temps parce que nous sommes noyés sous un flux d'éléments de communication qui ne font que nous proposer le pire à gauche et à droite. C'est Gaza, c'est le Soudan, c'est le Congo, c'est le Togo, pour ce qui est peut-être plus proche de nous trois. Et on n'a pas le temps, c'est-à-dire que le rythme que nous imposent les choses qui viennent à nous violentent réellement ce qui est la capacité que nous avons en réalité, nous autres humains, à pouvoir digérer les choses. Et il serait surhumain de pouvoir traverser ce moment-ci sans être abîmé. Et si on l'était, il faudrait se méfier de cette forme de surhumain, parce que ça voudrait dire que on n'est pas suffisamment à l'écoute
l'état du monde, parce que n'importe qui serait un peu vibratile, qui refuserait de voir, de regarder de l'autre côté, est forcément perturbé, bousculé, ravagé par ce que la réalité contemporaine nous propose. Donc, il y a une espèce qui illustre bien que le paradigme aujourd'hui partagé par nous tous est dysfonctionnel. Il y a une espèce d'accumulation de phénomènes morbides. Et cela nous renvoie à Gramsci. Et c'est un peu la prochaine provocation. J'aimerais qu'on envisage cette époque, ou ce moment plutôt, qui est le nôtre, hein, très, très, très contemporain, comme un creuset gramscien. C'est Gramsci qui disait que dans la configuration où quelque chose est mort et qu'une autre chose peine à naître, eh bien, il y a un environnement propice, ce qu'il appelle l'interrègne ou le clair-obscur, à l'émergence des monstres. Donc, nous avons une espèce d'accumulation, de simultanéité même dans la monstruosité, je reviendrai dessus après, qui semble indiquer que nous sommes dans un vrai moment gramscien. Mais si donc nous sommes dans un moment gramscien ou gramschiste, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui est mort ou qu'est-ce qui est en train de mourir? Et qu'est-ce qui naît ou qu'est-ce qui veut naître? Ce qui est en train de mourir, de mon point de vue, et je pense que nous allons nous retrouver là-dessus, mon père, c'est que, ou ce qui est en train de mourir, c'est la grande période historique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la fin de l'épopée, à la fin du modèle épopée, à la fin de l'histoire. On n'a plus beaucoup de profondeur devant nous. Le futur n'est plus suffisamment investi en dynamique pour que cette période qui a été beaucoup travaillée par la dynamique puisse perdurer. Et donc, de là vient cette espèce d'instabilité systémique dans laquelle nous trouvons. Mais si c'est l'histoire qui meurt, ce que cela veut peut-être dire, c'est que c'est la géographie qui, un peu comme l'enfant terrible des contes africains, exige qu'on accouche de lui. Donc, il s'agirait peut-être du grand moment de la géographie et que nous allons peut-être basculer dans ce moment de décomposition où quelque chose d'autre doit absolument se recomposer dans quelque chose qu'on pourrait qualifier comme l'ère de la géographie. Et à la faveur de cette révolution, de nouveaux sujets devraient émerger qui commencent déjà, semble-t-il, à vouloir forcer les choses et à saturer un certain nombre de conversations. Ces sujets nouveaux, c'est le soin, c'est l'identité, c'est l'hospitalité, c'est l'habitation, etc., etc. Et j'en viens petit à petit à la question de l'utopie. C'est que si nous avons changé de grand moment et qu'un moment est arrivé à la fin, un cycle est fini, le cycle de l'histoire, et qu'un nouveau cycle commence, ou devrait commencer, où nous devrions travailler avec toute notre énergie à ce qu'advienne un cycle de la géographie. Comme le cycle de l'histoire a eu ces grands modèles philosophiques, la grande philosophie de l'histoire, dont la principale est peut-être le marxisme, ce grand moment géographique qui naît devra lui aussi être porté par de grandes propositions philosophiques. Et dans cette forme de creuset où vient s'abîmer un peu l'histoire et où la géographie veut émerger, quelle peut être en quelque sorte la forme archétypale de la philosophie à inventer ou à réhabiliter? Il me semble que ça doit être l'utopie. Je donnerai quelques indications après pour expliquer d'où vient cette intuition et comment nous devrions, et pourquoi et comment nous devrions agir pour que l'utopie soit complètement investie de la même légitimité que les grands modèles théoriques
que nous connaissions jusqu'ici. Mais de fait, l'utopie qui appelle au lieu est, me semble-t-il, le meilleur moyen de réparer le lieu. Prochaine provocation pour rester un peu sur le sujet du lieu. Envisageons pour continuer un peu ou revenons un peu sur l'état du monde. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'accumulation de phénomènes morbides. Je pense que de façon schématique, nous sommes même face à quelque chose d'inédit puisque c'est la première fois que nous avons une simultanéité de périls existentiels. Nous faisons face non pas à un péril existentiel, mais à 3 périls existentiels. Et cela aussi me semble être assez inédit dans la grande tradition humaine. Quels sont-ils? Péril du politique d'abord, sur des entrefaits de la fin du droit international, la terre entière qui bruise de nouvelles promesses de guerre, de déclarations, beaucoup de bellicisme à gauche et à droite, toutes au potentiel, ou la plupart ayant un potentiel de déclencher l'annihilation de toute vie sur Terre, puisque il y a une espèce de démocratisation de l'arme nucléaire désormais, et que ce soit l'Iran contre l'Israël, la Russie contre l'Europe, le Pakistan contre l'Inde, ou les États-Unis contre la Corée, ou les États-Unis contre la Chine, ou les États-Unis contre la terre entière, eux, dans leur cas, on fait face peut-être à un risque désormais de conflagration qui pourrait être terminal. Donc, premier péril existentiel. Deuxième péril existentiel, péril écologique. Alors, celui-là est très documenté scientifiquement grâce à cette proposition qu'est l'Anthropocène, notamment. Donc, je ne perdais pas plus de temps là-dessus. Et dernier péril existentiel, c'est les nouvelles technologies du digital qui, là aussi, en tout cas selon un certain courant de pensée ou même courant un peu plus technique, a le potentiel demain de mettre fin, selon la trajectoire qu'elle prendra cette révolution, le potentiel de mettre fin à la vie sur Terre ou juste à la place de l'homme en tant qu'organisateur un peu de sa réalité. Donc voilà 3 périls dont chacune, c'est là que c'est intéressant pour moi, a quelque chose à voir avec le lieu. C'est-à-dire que le péril du politique, c'est désormais des gens qui investissent le lieu des autres, bombardent le lieu des autres, prennent le lieu des autres, regardent au lieu des autres, exploitent le lieu des autres, etc., etc. Cela, c'était peut-être beaucoup plus familier. Ensuite, le péril écologique, ce qu'on appelle l'Anthropocène, bon, a été challengé. Alors, les gens sont venus pour dire après que c'était plutôt Capitalocène qu'il fallait dire. C'est Jason Moore, parce que ce n'est pas l'homme partout sur Terre qui est la source du problème, mais une certaine humanité particulière qui a développé une vision du monde particulière, le capitalisme, qui est à l'origine du problème. Et puis, on a dit qu'il fallait plutôt dire, c'était quoi le truc après capitalocène, plantationocène, parce que ce n'est pas le capitalisme en tant que tel, mais une sorte de mise en service, d'exploitation des autres corps ou du corps de l'autre ou du vivant qui amène la Terre à de plus en plus épuiser sa capacité de se régénérer et passer de plus en plus aisément les limites, ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc, un lien très fort de ce péril-là avec le sujet du lieu, où là aussi le lieu est la principale chose qui est abîmée. Et le péril technologique, bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais il le mériterait, a aussi
un sujet beaucoup à voir avec le lieu, puisque la seule configuration qui permettrait qu'émerge un sujet politique, technologique, qui soit sous la domination de la machine ou de l'algorithme, c'est ce qu'on appelle la Smart City, configuration dans laquelle la technologie devient en quelque sorte systématique. Donc, partout, le lieu est ce qui semble foncièrement être abîmé dans ces configurations. Et donc, le grand moment géographique que nous pourrions investir en alternative à cette sorte de dégradation qui a le lieu pour un peu pour source, ouvrirait non seulement des espaces tout à fait inédits à des formes peut-être plus subtiles de la pensée, réhabiliterait, je pensais notamment à la capacité que cela aurait de mitiger un peu cette sorte de privilège excessif du masculin, parce que un grand moment géographique avec les thèmes qu'il proposerait laisserait certainement beaucoup plus de marge à des propositions autour duquel le féminin est presque plus performe, presque beaucoup plus directement. Mais ce grand moment géographique est, de mon point de vue, appelle de mon point de vue à une configuration de la pensée pour qu'elle soit principalement portée par des utopies, parce que l'intention première de l'utopie est le lieu. Et comme c'est le lieu qui est abîmé et que c'est le lieu qu'il faut désormais réhabiliter, il me semble qu'il y a, et je suis curieux de vous entendre là-dessus, une piste aussi, ou quelque chose de plus qui indique l'utopie comme étant la chose vers laquelle regarder. Donc il faudrait activer des utopies de toutes parts, des utopies de l'identité, comme celle, je crois, que tu bricoles, Rajoul, depuis maintenant 3 à 4 livres, des utopies de l'hospitalité, comme celle que travaille Felwin, mais quelque chose que j'ai retrouvé aussi en vous lisant mon père. Et donc, le sujet d'après, j'aimerais pas être trop long, j'espère que je suis toujours dans les temps, serait de voir comment, partant du principe qu'un paradigme est initialement une utopie, mais en voulant forcer un destin contraire à celui qu'a connu le capitalisme, en étant un peu égaux qui se retrouvent dénaturés en quelque sorte, malgré toutes les bonnes intentions qui y étaient en germe. Comment donc faire de vos utopies demain le paradigme, quelque chose qui soit entendu en quelque sorte, qui se mette à nous commander, dont nous n'ayons plus conscience parce qu'il fasse sens. C'est de là que j'en viens à la relation aux cosmogonies. Donc, je fais une relation du paradigme à l'utopie et de l'utopie à la cosmogonie. La cosmogonie comme peut-être la forme d'utopie la plus indiquée pour notre temps. Premièrement, parce que cela tomberait sous le sens, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose de très contre-intuitif avec le paradigme hégémonique, celui qui nous commande aujourd'hui, c'est que il a été en quelque sorte défini, structuré, boosté à nos dépens, à nos autres populations ou peuples africains. Et il a en quelque sorte, il s'est construit en quelque sorte avec nous comme cobayes. Nous étions un peu à la faveur de la colonisation, mais de l'esclavage avant, un peu les cobayes parfaits de cette matrice impériale qu'il y avait dès l'origine dans le projet Ego.
ce qui fait de nous, normalement, ceux qui devraient être en quelque sorte la vigie et à l'avant-garde de son questionnement. Et je suis surpris au quotidien de voir à quel point, paradoxalement, peut-être les Africains ont épousé quelque chose qui, à tout point de vue, était contraire à leur anthropologie profonde, parce qu'il incube des choses qui sont tout à fait contre-intuitives pour nous. Nous avons cette sorte d'inaliénabilité de la terre. La terre ne se vend pas, et c'est fondamental chez les populations africaines. Et je me demande comment nous arrivons, sans être déchirés, nous autres Africains, à épouser le paradigme actuel dans lequel notamment tout se vend, y compris la terre. Les peuples africains sont des... alors, je vais vite, donc au risque d'être caricatural, hein, sont des êtres du collectif, ce que Cheikh Anta Diop appelait le tiers inclus, c'est-à-dire que nous ne nous pensons pas isolés, alors qu'au fondement du paradigme que nous-mêmes nous avons repris à notre compte, il y a l'idée, hein, c'est le cogito cartésien, que ce qui fonde l'existence, c'est le je. C'est je pense, donc je suis. Et donc, l'individu est ce que j'appelais tout à l'heure égo, se pense dans le cadre du paradigme qui a donné le capitalisme, comme n'agissant que par lui-même, pour lui-même, et c'est là les conditions ou le fondamental de l'existence. Quand nous autres peuples africains, c'est encore ce que, de façon un peu folklorique, on taxe d'Ubuntu, nous ne nous pensons qu'en relation avec les autres. Donc il y a encore présent très fortement dans nos visions du monde singulières, nos cosmogonies, quelque chose de très foncièrement anti-moderne, anti-capitaliste, je dirais, naturaliste, mais j'espère que j'aurai le temps de dire deux mots sur le naturalisme, qui devrait être faire de nous ceux qui sont le plus allergiques, en quelque sorte, à la situation et qui devrait normalement être à l'avant-garde de ce chantier de renversement du paradigme actuel pour jeter les bases d'un nouveau paradigme. Ce faisant, il faut rassurer ceux qui verraient tout de suite une envie pour les Africains de remplacer les Occidentaux et que l'Afrique deviendrait le centre du concept et ce serait reparti pour un autre tour. Inquiétude qui n'a pas son sens puisque je viens de dire que, et c'est ce que les Africains doivent comprendre et avec lequel ils doivent faire la paix, c'est que les Africains ne sont pas des Occidentaux et que pour nous, le tiers est inclus. Et donc, si nous ne nous, sauf à nous renier nous-mêmes, nous pourrions forger un nouveau paradigme, y compris un paradigme global, et nous sommes peut-être les seuls dans la situation actuelle à pouvoir faire ça, qui n'exclurait pas et qui serait un paradigme globalement partagé. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui indique l'Afrique comme le lieu peut-être où cette révolution est encore possible? Déjà, le fait que l'Occident est probablement allé trop loin dans le paradigme actuel pour pouvoir pour proposer un rebours. Ils sont désormais peut-être comment dire, enfermés dans la réforme perpétuelle et dans l'incapacité de proposer une refondation. Quand nous avons beaucoup de choses qui parlent pour nous. C'est-à-dire que nous sommes le continent le plus jeune, avec le plus d'énergie et forcément le plus d'intelligence en potentiel, celui qui dispose de plus grandes ressources d'imaginaire non naturaliste, non individualiste, d'imaginaire, je dirais, organique. Nous avons encore des façons de voir le monde ou des visions du monde, des structures symboliques non exclusive et pas seulement sympathique dans des rapports entre humains, mais aussi avec du non-humain que nous pourrions mobiliser
pour envisager une telle révolution. Pour ce faire, le continent doit passer ou dépasser un certain nombre de contraintes, de limites. Je parlerai juste de la situation de parcellisation du continent. Donc, il y a une double situation, il y a une parcellisation territoriale, trop de frontières, un continent éparse, et une situation pareille de parcellisation, mais du concept, ce que je pourrais appeler encore un émiettement des consciences. Donc, il faudrait dépasser ces deux freins et il y a assez d'arguments depuis le continent africain pour peu qu'on se sente responsable et qu'on ait le courage d'affirmer qu'il est peut-être temps que le leadership tourne ou change pour que quelque chose de la sorte advienne. Je vais essayer de conclure parce que j'ai promis que c'est vous qui devriez principalement parler pour dire que je n'ai pas jusqu'ici parlé du non-alignement accolé à Utopie. Et j'aimerais juste défendre un peu cette construction avec juste un exemple pour dire que, quels que soient les paradigmes futurs, donc sous forme d'utopie d'aujourd'hui que nous proposerions, il faudrait faire l'effort d'anticiper ou de programmer leur de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas instrumentales. Et je dis cela en pensant à un paradigme, à une utopie, pardon, qu'il est devenu complètement, c'est le panafricanisme, puisque il est servi désormais à toute sauce. Il est tout sauf non aligné. Il y a une injonction campiste à ce que quand on est panafricaniste, on soit d'un camp ou d'un autre, forcément, alors qu'on devrait pouvoir être juste dans le camp de la vie, contre le camp de la mort, le camp de la vérité contre celui du mensonge, le camp de l'habitation contre celui de l'occupation. Mais donc, programmer le dépassement de ces injonctions et investir ces nouvelles ces nouvelles utopies de la capacité à rester neutre en toutes circonstances, y compris quelles que soient les tentatives ou les tentations futures de les récupérer. Comme je n'ai pas assez creusé le sujet, je dis aussi deux mots sur la cosmogonie pour dire que la cosmogonie, je disais, la forme peut-être la meilleure pour faire utopie qui devienne un paradigme, parce que ce qui fait d'une utopie qu'elle triomphe, c'est comme avec les idées, une idée ne gagne pas sur les autres parce qu'elle est meilleure, elle est juste, elle est vraie, elle gagne sur les autres beaucoup parce qu'elle a puissance d'affecter, parce qu'elle produit le bon affect, parce elle crée de la désirabilité. Et de ce point de vue-là, la cosmogonie, c'est la chose qui est bien tournée et l'utopie gagnerait beaucoup à regarder à la cosmogonie. Je vous remercie.